La rivière Eke à Atakwame est menacée d'envasement suite aux incessantes inondations. Pour la secourir, un plan d'aménagement a été élaboré. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis, le lundi de Pentecôte a été jour de fête traditionnelle du côté de Kovié. Les fils et filles de la localité ont célébré à Pédazan pour respecter la tradition et penser en même temps au développement de Kovié. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a nécessité d'aménager donc les terres du côté de Sada à Atakwame. Les habitations dans cette localité menacent de s'écrouler pour cause d'érosion. Une situation née de la dernière pluie qui s'est abattue sur cette localité. Le compte rendu avec Yves Aguevivi. Nous sommes dans la localité de Sada, à la sortie nord-est d'Atakwame. Ici, la dernière pluie du 9 avril 2016 a failli déloger les habitants de ces maisons. Voici le passage laissé par l'eau de ruissellement, un passage d'environ 5 mètres de profondeur. C'est la peur au ventre que les habitants ont assisté impuissants à ce déchaînement de la nature qui reprend ses droits. L'eau s'accumulait de telle manière que ça ne trouvait plus du passage et ça a forcé la chambre, les pièces de derrière, et il a cassé les deux chambres pour trouver du passage. C'est la troisième fois que je reviens ici, appelé par les populations à venir trouver une solution au risque de catastrophe qui menace leurs habitations. En réalité, le problème est plus qu'environnemental. Jadis, la colline que nous voyons devant nous, à notre droite, était boisée. Et lorsque la colline est boisée, les eaux de pluie s'infiltrent et ne coulent pas abondamment. Aujourd'hui, les populations ont dévasté complètement la colline, le flanc de la colline, ce qui fait que les eaux de pluie coulent facilement vers des buses qui se trouvent en dessous de la nationale numéro 1 et créent un grand lit tant en profondeur qu'en largeur. Qu'est-ce qu'il faut faire sur place? C'est la question du préfet de Logou et d'Oakako. Les techniciens des travaux publics et de l'environnement ont proposé des solutions provisoires. La solution consiste à mettre en place un système de collecte d'eau immédiatement à l'aval de cet ouvrage que vous voyez derrière vous ici, qu'on envoie vers la rivière en attendant. Sur place, les autorités ont invité les populations à la prudence. Installées dans une zone inondable, elles ont été invitées à libérer les lieux. Et toujours à Atakwame, je vous le disais en titre, la rivière Eke subit un envasement à cause des inondations de ces dernières années. Il faut donc aménager le cours d'eau. Et c'est l'objectif d'une étude menée et dont le plan d'aménagement a été présenté aux acteurs pour validation cette semaine. À Atakwame, toujours la correspondance de Yves Aguevivi. Eke, c'est le nom de cette rivière qui traverse la localité d'Atakwame. Elle déborde chaque année, créant ainsi des dommages aussi bien à la circulation qu'aux riverains. Et pour cause, le cours d'eau subit depuis des années un envasement lié au fait qu'elle est devenue le réceptacle de toutes sortes de déchets. Des initiatives ont été prises pour l'aménagement de ce cours d'eau, source d'infections majeures et de prolifération de moustiques. Le document d'aménagement a été soumis à validation aux acteurs du milieu. Les dérèglements climatiques et l'installation presque anarchique des populations entraînent l'invasion de déchets solides et liquides dans le lit de la rivière et son rétrécissement, ce qui occasionne son débordement à la suite des précipitations. Il y a un certain nombre de travaux qui vont être réalisés le long des berges de la rivière Eke, des sites de repos, des sites aménagés pour le loisir, des ouvrages de franchissement. Il y aura même des réinstallations de populations. La prochaine étape sera la mise en œuvre des composantes d'exécution des différents aménagements proposés dans ce document. Mais avant, la mairie et l'agence d'appui aux initiatives de base des plateaux se chargeront de mobiliser les fonds.
Et pour lutter contre les inondations, cette fois du côté de Lomé, dans certains quartiers, le chef de l'État a mis en route en avril dernier la deuxième phase du projet d'aménagement urbain du Togo. Une initiative financée par l'Union européenne, véritable bouffée d'oxygène pour les populations bénéficiaires qui expriment leur joie au micro de Aimé Abal. Les populations vivant dans les quartiers périphériques de Lomé manifestent un réel engouement autour du projet d'aménagement urbain de Lomé qui est entré dans sa seconde phase d'exécution. Ce chantier, financé par l'Union européenne sur le 10e FED pour un montant total de 43 millions d'euros, l'équivalent de 28,2 milliards de francs CFA, consiste à effectuer des travaux de drainage et d'assainissement au profit de ces quartiers vulnérables et exposés aux inondations. Il sera construit un 4e lac en liaison avec le système lagunaire déjà existant, puis un réseau de décharge pour combattre l'insalubrité dans ces milieux. Nous avons d'énormes difficultés pendant la période des pluies, car nos maisons sont inondées et les rues sont impraticables. Donc, ce projet est le bienvenu. Nous étions très contents lors du lancement des travaux effectués par le chef de l'État et nous l'avons accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. Nous attendons que les travaux finissent pour exprimer de vive voix notre reconnaissance aux autorités du pays. Autour de ce 4e lac, il est prévu l'aménagement d'une piste d'entretien et des espaces verts. Mais l'autre spécificité du projet, c'est la réalisation d'un réseau d'assainissement dans les quartiers périphériques, sur une distance globale de 28 km, avec des ouvrages d'art qui vont remplacer les aménagements de fortune et un recours assidu à une haute intensité de main-d'œuvre. C'est avec joie que nous avons accueilli ce projet. Du moment où ce projet va permettre aux jeunes sans emploi d'avoir un emploi sur la main au moins pour la réalisation de ce projet. Et nous sommes dans l'entente pour que ce projet soit effectivement fait afin que nous ayons la paix et la joie au cœur de pouvoir sortir de nos maisons après les pluies. Les riverains nourrissent donc un grand espoir face au projet dans une zone à forte potentialité économique parce que proche du port autonome de Lomé. C'est un jour de gloire qui est arrivé parce que cela fait au moins 14 ans que j'ai cru à faire un projet ici. Mais il faut avoir le courage. Je pense que gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, tout le monde entier a vu ce qui s'est passé le 26 avril passé. Et je pense que c'est tout le Togo qui va gagner, surtout, ça va devenir comme un lieu touristique. Du côté des chefs traditionnels, l'occasion est inédite. Il faut s'y impliquer à fond, mobiliser les communautés tout autour de ce chantier dans une approche participative. Une fois les travaux terminés, nous allons sensibiliser nos communautés sur l'entretien de ces ouvrages. Donc, il faut que ces ouvrages soient protégés et préservés au profit de nous tous et pour le bien des générations futures. Je crois que ce projet est venu compléter le projet Purise. Puisque le projet Purise a déjà pris en compte le nord-est, c'est-à-dire la zone d'Adakwame. Et je crois que ce projet, à la fin de ce projet, nous allons au moins à 90 ou bien 95% se dérober des jours d'inondation. C'est un sentiment de joie et en même temps un sentiment de gratitude envers le gouvernement et à travers le gouvernement au chef de l'État. Nous allons y participer vivement. Nous allons associer toutes les entités, que ce soit les CDQ, les chefs de quartier, les organisations des jeunes et des femmes. Et moi-même en personne, nous allons participer de plein pied à tous ces travaux. Le décompte a donc commencé depuis le premier coup de pioche donné par le chef de l'État le 26 avril 2016.
Plus que 24 mois d'attente et les différents problèmes connaîtront un début de solution. En dehors des travaux de drainage dans la ville de Lomé, le PAUT2 prend également en compte l'élaboration de plans directeurs d'assainissement dans les chefs-lieux des régions. Et lorsque les terres ne sont pas menacées par les calamités naturelles, elles sont carrément objets de litiges. Les litiges fonciers sont légion depuis plusieurs années dans notre pays et la situation est devenue un véritable fléau social. L'état des lieux avec ce dossier réalisé par Adolphe Paca. Maisons litigieuses, terrains litigieux, cessation de travaux ou encore maisons à casser. Voilà autant de graffitis sur les murs qui témoignent d'un phénomène de plus en plus inquiétant, la double vente. Les causes sont de plusieurs ordres. La première et la plus importante, c'est la malhonnêteté des propriétaires terriens. Il est aussi exacerbé par le fait que nous n'avons pas chez nous, dans notre pays, un plan général, un plan cadastral qui permet de rattacher un bien immeuble à une personne identifiée. Pas de plan cadastral, cela signifie aucune référence légale d'occupation du terrain. À cela s'ajoute le fait qu'au Togo, on peut acheter un terrain sans passer par un notaire. Il suffit juste d'un contrat de vente entre acquéreur et propriétaire terrien et le tour est joué. Il s'agit là d'un véritable piège pour les acheteurs non avertis d'un côté et de l'autre d'une aubaine pour les malhonnêtes qui profitent de la situation. Celui qui dispose de numéraires pour acheter des terrains ne procède pas aux vérifications qu'il faut avant d'acquérir. Souvent, ce sont des terrains appartenant à une famille. Ce n'est pas des propriétés individuelles. Néanmoins, un des membres se permet d'aller aliéner, d'aller vendre. Signe de la gravité du problème, le nombre de cas de litiges fonciers traités par la justice occupe un pourcentage de plus en plus élevé. À peu près, je dirais 80%. Des affaires qui sont pendant devant les juridictions, 80% concernent les litiges fonciers. En 1970, M. Paleté a acheté un terrain, possède un titre foncier légal et visé par les autorités compétentes, mais il est aujourd'hui condamné par la justice dans un procès qui l'oppose à un acheteur. Le monsieur a fait appel, le procès dure depuis plus de 25 ans, apparemment sans issue. Moi j'ai fourni mes dossiers, mes pièces de conviction, convention de vente, mais jusqu'à ce jour, mon adversaire a produit le moindre commencement de flux par écrit de son droit de propriété. Les juges prétendent que les terrains lui appartiennent. Ils m'ont condamné à lui payer 30 millions de francs CFA. Double vente, problème de partage et droit de propriété entre communautés, la justice est loin d'en finir avec. Nous avons le droit de propriété qui se réclame entre plusieurs communautés. Des communautés reviennent plusieurs fois sur une même portion de terre pour réclamer le droit. Des problèmes de partage, des problèmes de vente multiples. La collectivité Agadji à Lomé en est par exemple un cas. Elle connaît elle aussi de tels déboires qui perdurent depuis une trentaine d'années. Le procès même proprement a fait 30 ans avant que la Cour suprême le rende le verdict en 2010. Donc nous avons demandé, on a fait un communiqué aux ceux qui sont dans les domaines de prendre attache aux mandataires pour trouver un consensus. Nous allons trouver un consensus parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais s'ils viennent, nous allons essayer de voir ce qu'on peut les faire. La loi est pourtant claire. Malgré cela, ceux qui ont juré de dire le droit, rien que le droit, se trouvent être les plus corrompus. Une justice à double vitesse. Celui qui a eu le titre foncier, maire, est propriétaire définitif et inattaquable. Il ne peut plus être éjecté de son droit de propriété. Généralement, lorsque les juges ont des documents comme ça à apprécier, il y a l'antériorité des documents qui fait foi. C'est-à-dire qui a acheté avant qui et qui a les documents plus anciens que qui. De nombreuses affaires encore pendantes devant les tribunaux, sans compter les maisons qui sont régulièrement démolies après construction. Il faut vérifier qui vous vend. Est-ce que c'est le bon propriétaire? Si ce n'est pas fait, naturellement, on doit tomber dans les doubles ventes. Il faut aussi passer par les chefs traditionnels qui ont la possibilité, même la capacité de vérifier au niveau de chaque quartier
de vérifier au niveau de chaque village, au niveau de chaque canton, avant l'autorité administrative. Il est alors urgent que le nouveau code foncier, porteur d'espoir étant attendu, soit effectif et réponde à toutes les inquiétudes et surtout que la justice joue valablement son rôle. Et la problématique du foncier sera d'ailleurs le thème de l'émission Au cœur de la nation de cette semaine, à suivre donc vendredi. L'actualité africaine est marquée par cette épidémie de fièvre jaune qui frappe l'Angola depuis plusieurs mois. Les hôpitaux sont débordés. Et puis les aveux aussi d'un ancien agent de la CIA qui explique son implication dans l'arrestation de Nelson Mandela en 1962. Le tour de l'actualité africaine avec Lucas. Hôpitaux surchargés, mortalité infantile record, manque criant de matériel médical, c'est la situation sanitaire à laquelle est confrontée l'Angola face à l'épidémie de fièvre jaune qui frappe de plein fouet le pays depuis quelques mois. Elle met à nu l'incapacité des services sanitaires publics à prendre en charge ces malades. Un état déplorable aggravé par la chute des cours du pétrole du pays, deuxième producteur africain d'or noir. L'Angola enregistre aujourd'hui donc le pire taux de mortalité au monde parmi les enfants de moins de 5 ans, avec 167 décès sur 1000 naissances. Nous sommes débordés. Il y a tellement beaucoup de cas. Nous avons vraiment besoin de l'aide. Il y a beaucoup de cas d'anémie. Anémie, par exemple, puisqu'avec de la fièvre, la malaria, il y a diminution d'hémoglobine. Cela provoque l'anémie. Et nous sommes débordés puisque nous n'avons plus de poches de sang, par exemple. Les poches de sang pour transfuser, nous n'avons plus de sang. Ça pose vraiment un problème. Le système de santé angolais est gratuit et entièrement assisté par l'État. Les impôts sont quasiment inexistants, or le budget dépend totalement du pétrole. Avec cette crise, le budget des hôpitaux a baissé de 50%. Mais les salaires n'ont pas été affectés. La fièvre jaune transmise par les moustiques a fait 258 morts sur 618 cas confirmés dans le pays, selon les derniers chiffres de l'OMS. En Angleterre, un ancien agent de la CIA passe aux aveux. Donald Ricard, cet ancien agent américain, a affirmé au réalisateur britannique John Irvine avoir joué un rôle clé dans l'arrestation en 1962 de Nelson Mandela en communiquant à la police sud-africaine des détails sur ses déplacements. Alors qu'il était à l'époque vice-consul américain à Durban, il aurait travaillé pour la CIA jusqu'en 1978. L'homme aurait fait ses révélations en mars dernier, 2 semaines avant de rendre l'âme au réalisateur qui les a enregistrées alors qu'il travaillait sur son film, selon le journal dominical Sunday Times. Retour en page nationale avec cette question qui doit sûrement tarauder l'esprit des centaines de fonctionnaires ou plutôt de travailleurs toujours en activité. Comment préparer sa retraite? Quelques conseils avec celui qu'on pourra surnommer le retraité épanoui. C'est un dossier réalisé par Silver Abdou. Regarde. C'est depuis 1974 qu'il est admis à la retraite. Actuellement, dans sa 42e année de cessation de ses activités professionnelles, Da Silveira Komla Adjevi a été attaché commercial, gendarme dans l'armée togolaise, puis militaire dans l'armée française. Durant sa carrière, a-t-il raconté, l'occasion ne lui avait pas permis de bien planifier sa vie. Mais aujourd'hui, en dehors de sa pension de retraite, ce septuagénaire s'estime heureux pour des visions qu'il a su explorer. Lorsque vous êtes en fonction, à la retraite, vous n'aurez que le tiers de votre salaire. Ou trouver les 2 tiers manquants pour maintenir son niveau de vie ou même l'améliorer peut-être à l'époque, là, c'est encore plus dur. C'est ce que nous avons ignoré. Sans vous mentir, la chance que moi j'ai tellement souffert à Lomé ici que je dis que même si je devenais portefeuille, ma première réalisation, c'est le terrain. Et ici, je l'ai payé à l'âge de 23 ans. Aujourd'hui maintenant, moi, les sous de revenus que j'ai ma pension militaire, j'ai ma pension civile, j'ai mon loyer qui me vient de la villa, j'ai le terrain que j'ai loyer qui me vient. Ça fait combien? Ça fait 4, non? Ah, mais je suis maintenant joueur en bourse. Lorsque j'ai créé l'association, j'ai créé le club à venir pour dire que je vais collecter l'argent chez mes camarades retraités et investir en bourse à Abidjan. Nous aurons des intérêts dividendes chaque année.
Le départ à la retraite est synonyme d'une nouvelle vie. Pour de nombreuses personnes, cette période est extrêmement difficile à surmonter. Et pour y faire face, il faut une planification, se préparer psychologiquement et surtout financièrement. Comment faire sa retraite? Il faut avoir un plan de vie et l'économie, habitation, mariage, progéniture et responsabilité parentale. Éduquer vos enfants pour qu'ils soient des citoyens honnêtes demain. Maintenant, comment faire l'économie? Puisqu'on dit souvent que ce qu'on gagne, ça ne suffit pas. Voilà, il y a une stratégie. Lorsque vous gagnez, supposons 60 000 francs, vous avez un gestionnaire de compte en banque. Vous négociez avec lui pour dire, monsieur le gestionnaire, une fois que mon salaire arrive, soustrayez 5 000 francs dedans et mettez ça dans mon compte d'épargne chez vous. Dans ça, il faut avoir aussi quand même d'autres projets. Pourtant, le moment est venu de concevoir un rêve, des projets, réfléchir, travailler et créer par nous-mêmes pour nous-mêmes. Une retraite bien préparée donne libre cours à une vie heureuse, celle de se faire une véritable santé, soigner son hygiène de vie et combattre en soi des pesanteurs comme l'angoisse, l'ennui et le stress. Et pour gagner le pari, prévoir des sources de revenus reste une autre alternative fondamentale. Si vous avez préparé votre retraite, soyez sûr que vous serez heureux parce que il y a un économiste qui a dit lorsqu'on est fonctionnaire à un seul salaire, lorsqu'on est retraité à une seule pension, vous êtes un mort ambulant. Donc, durant votre carrière, vous devez essayer d'avoir plusieurs sources de revenus. Lorsque vous avez 2 sources de revenus, vous êtes un malade ambulant. Si vous en avez 3, vous êtes un convalescent ambulant. Parce que c'est toujours insuffisant. Mais si vous en avez 4, là, vous avez moins de soucis. Et à Lomé ici, pour traverser une rue, vous prenez tout votre temps pour regarder à gauche, à droite et traverser la rue en 2 temps. Oh, qu'est-ce qu'on constate? Parfois, on voit les gens qui traversent les rues comme ça tout le temps avec des soucis et ils se font ramasser par les véhicules et consorts. Mais lorsque le bon Dieu vous a aidé et que vous avez 5 sources de revenus, vous avez une retraite heureuse. La retraite, certains la rêvent comme un paradis de loisirs éternels, d'autres la craignent comme un désert d'ennui. Mais pour équilibrer son esprit, il est nécessaire d'envisager l'avenir pour satisfaire, maintenir et assurer ses besoins fondamentaux. Merci donc pour tous ces bons conseils. Le centre médico-social de Covier dans le Zion, rénové et équipé d'un autre bâtiment, dispose désormais d'une ambulance neuve destinée au transport des malades de tout le canton. Un geste réitéré également du côté du CHR de Thiévier. Un geste personnel du chef de l'État remis aux populations par les autorités de la localité. Le compte rendu avec Robert Kotogbe et Esther Laclé. Il se dresse ici désormais à Covier un nouveau centre médico-social. Une action du chef de l'État pour répondre aux besoins en soins de santé des populations de cette localité. À cette structure s'ajoute une ambulance. Bonne nouvelle également pour l'hôpital de Thiévier qui bénéficie aussi d'une ambulance. Quand vous prenez les 2 ambulances, ça fait partie des éléments nouveaux qu'on injecte. Et quand vous prenez le CMS, qui au départ était une USP, il y a 2 composantes, une partie réhabilitée et une partie toute neuve qu'on vient de mettre en place avec toutes les entités qu'il faut pour la prise en charge des maladies. Donc, bien évidemment, je peux dire que merci au chef de l'État. 150 millions de francs CFA ont été investis pour la construction de cette structure sanitaire et ce, à travers l'ANADEB. Et nous avons vu, dès qu'ils ont démarré la construction de ce premier bâtiment, les cadres de ce milieu ont compris que nous devons également mettre la main à la pâte. Donc c'est l'élan du président de la République qui nous a tirés et qui nous a permis de nous mettre d'abord ensemble et de participer à la réalisation de ce second bâtiment que vous voyez à côté de nous. Après l'adduction d'eau potable, la réfection des pistes rurales, l'électrification, ces nouvelles infrastructures renforcent les chantiers engagés par le chef de l'État dans le Zion.
nous avons représenté le chef de l'État à cet événement très important pour la communauté de Covviers. Ce qui est extraordinaire, c'est que la communauté a choisi de réceptionner, d'inaugurer le centre médico-social que le chef de l'État a offert à la communauté. Il y a 2 ans, sur l'instruction du chef de l'État, nous avons chargé la NADEP, Agence nationale de développement à la base, à répondre à une préoccupation de la communauté qui est celle de construire des infrastructures sanitaires dont la communauté a besoin. Le CMS de Covviers est un besoin prioritaire de la communauté. Et je dois dire que c'est une communauté qui a compris la dynamique du développement à la base, qui y adhère pleinement, puisque le besoin a été exprimé par la communauté. La communauté s'est mobilisée, organisée pour pouvoir, ensemble avec la NADEP, répondre à cette préoccupation. Donc pendant les 2 ans de réalisation des travaux, il y a eu une très belle collaboration entre la communauté et la NADEP. Et ce qu'il faut noter également, c'est l'implication effective de la communauté qui s'est organisée en comité de développement. Et les cadres également ont participé puisqu'ils ont contribué à hauteur de 10 millions à la mise en œuvre de cette infrastructure. Et ce qu'il faut ajouter également, c'est qu'il y a eu un don d'une ambulance à la communauté. Donc je pense que pour toute la communauté, ça va être une très belle fête parce qu'aujourd'hui, on célèbre une réponse spécifique qui a été apportée à leurs besoins. Bientôt, 200 lampadaires seront mises à la disposition des villages et 9 km d'extension de l'électricité sera opérationnel à Thiviers. Restons toujours à Covviers où les populations ont célébré ce lundi de Pâques leur fête traditionnelle à Pédazan, une rencontre annuelle qui permet ainsi donc aux fils et aux filles de la localité de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles durant l'année écoulée. Et le chef de l'État y a été représenté par la ministre en charge du développement à la base, Victoire Toméga Dogbe. Le compte rendu toujours avec Robert Kotogbe et Esther Laclé. À Covviers dans le Zior, tous les lundis de Pentecôte, les fils et les filles de cette localité unissent leurs voix pour remercier le Seigneur pour ses grâces. C'est une rencontre annuelle qui magnifie le Seigneur. L'édition 2016 de Akpédazan offre une fois encore l'opportunité à la population de Covviers d'évaluer le processus de développement de cette localité. La 15e édition, la fête Akpédazan de Covviers s'est imposée comme un des grands rendez-vous culturels qui valorise le patrimoine des peuples évés de Covviers. Le Covviers du Akpédazan est toujours basé sur la réconciliation et la vie communautaire et le développement de notre canton Covviers. En rendant grâce à Dieu, le Covviers que vous avez visité il y a quelques années n'est plus Covviers d'aujourd'hui. Avec ces joyaux que vous voyez, pas des dons, spécialement par le chef de l'État. Et nous avons des donateurs de bonne volonté aussi qui viennent vers nous pour nous aider à nous développer. Les pasteurs présents à cette fête annuelle des natifs de Covviers ont prié pour la fraternité, la solidarité et la paix. Ils ont imploré la bénédiction divine sur le président de la République et le peuple togolais. Le représentant du chef de l'État, la ministre Victoire Toméga Dogbe, a invité les natifs de Covviers à perpétuer cette tradition qui met en exergue les bienfaits et les merveilles du Seigneur. Lundi de Pentecôte festif donc du côté de Covviers dans le Zior. C'est un véritable fiasco pour les services de sécurité britanniques. Le match de Manchester United, reporté hier, ne serait dû qu'à une bombe factice restée par mégarde dans l'enceinte du stade. Regardez. Dernière journée du championnat d'Angleterre à Old Trafford, le temple de 75 000 places des Red Devils est à moitié vide.
20 minutes avant le coup d'envoi, les tribunes nord et ouest ont été évacuées. À l'extérieur, c'est l'incrédulité quand l'annonce tombe. Le match Manchester United-Bournemouth n'aura pas lieu, c'est la douche froide. On n'a même pas pu rentrer, il y avait du monde qui attendait à l'extérieur, et hélas on nous a dit qu'il y avait une alerte à la bombe. Sauf que la soi-disant bombe trouvée dans des toilettes et détruite par les démineurs était factice. Une société privée l'avait oubliée sur place lors d'un récent exercice antiterroriste. Le fiasco tourne au scandale et le maire de Manchester exige une enquête. Je pense que Manchester United doit être tenu responsable. Un tel engin n'aurait pas dû être là pendant plusieurs jours jusqu'au dimanche et être découvert seulement 20 minutes avant le coup d'envoi. Il faut s'assurer qu'une enquête sera menée pour comprendre comment les choses se sont passées et qu'elles ne se reproduisent plus. De fait, il faudra par la suite se poser la question du coût total de l'affaire. La facture est salée pour le club mancunien qui va débourser 3 millions de livres, notamment pour que tous les tickets vendus soient valables pour le match reporté de 2 jours. Un match contre Bournemouth désormais sans enjeu. Car pour jouer la Ligue des Champions l'an prochain, Manchester United, 6e au classement, doit l'emporter avec 19 buts d'écart. Difficile de tenir le pari. Et puis l'Afrique s'invite sur la sellette au Festival de Cannes. Dans un documentaire, un réalisateur tchadien se donne la parole aux victimes du dictateur Hissène Habré. Hissène Habré, la dictature et la tragédie tchadienne, c'est le titre de ce documentaire. Regardez. Estropiés, ces visages meurtris, marqués par des années de torture, hantent depuis toujours ce cinéaste tchadien. Mahamat Haroun a mis des années à recueillir le témoignage de ces suppliciés, victimes d'un régime sanguinaire. Je voulais en fait qu'on entende leur voix. À Cannes, je suis heureux d'être ici, que cette voix-là soit entendue, ça me semble important. C'est les invisibles, ce sont mes invisibles, je les porte un peu à la lumière. Leur bourreau, c'est lui, Hissène Habré. Entre 82 et 88, cet ancien rebelle devenu président du Tchad a semé la terreur et la mort avec sa police politique. Viols, tortures et 40 000 assassinats. Alors quand la caméra réunit 25 ans après, une victime et son bourreau, le moment est glaçant. Des crimes pour lesquels le dictateur sera jugé en 2013 seulement, grâce à l'obstination des associations de victimes qui le traquent jusqu'au Sénégal où il s'est réfugié. Le procès a lieu à Dakar, tout un symbole. C'est justement la première fois en Afrique que quelque chose de ce genre se produit. C'est-à-dire que la société civile réussit à amener jusque devant un tribunal et en Afrique un chef d'État. C'est sans précédent d'aucune sorte. Des milliers de vies brisées et des victimes encore aujourd'hui seules avec leurs souffrances. Toutes ces victimes auraient besoin de psychiatres. Et au Tchad, nous sommes 12 millions. Et nous avons un seul psychiatre. Et c'est bien tout le mérite du festival d'attirer l'attention sur pareille tragédie oubliée. Et puis tennis pour terminer avec le tournoi de Pentecôte organisé par le club de Kara pour célébrer cette fête religieuse de Kara. La correspondance de Nestor Mozo. La compétition de Kara, dénommée Tournoi de Pentecôte, a vu la participation des tennismen de Lomé, de Sokodé, Bassar, Atakpamé et bien sûr de Kara. En finale, double vétéran, Sylvain Kao et Falik Kondou ont joué contre Jean Agbezouron et Constantin Larré. Le match devait s'arrêter au premier arrivé à 9 et c'est la paire Sylvain Kao et Falik Kondou qui a su tirer son épingle du jeu par 9 contre 4. La finale vétéran simple a opposé Kodjo Amana à Patrice Potisson. Amana n'a pas fait le poids devant son adversaire. Potisson l'a battu en 2-7, 6-2, 6-4. Jacques Sewavi et Bernard Alipoué a été l'affiche de la finale senior simple.
Sewavi a courbé les chines devant l'expérimenté Alipoué qui remporte le match par 2-0. 6-3 au premier set et 6-0 au deuxième. C'est ma troisième fois que je suis venu, donc il faudrait dire que ce tournoi me plaît bien, ça me tient vraiment à cœur. Donc chaque fois nous nous préparons quand même pour venir assister à ce tournoi, même si on venait, on nous battait, on s'entraîne, on se dit toujours dans la tête qu'un jour arrivera que nous allons aussi sortir vainqueurs de ce tournoi. Et voilà aujourd'hui que je suis sorti le vainqueur de ce tournoi. C'est une joie pour moi et je suis à ma 3e édition. La première édition j'étais finaliste et la seconde demi-finaliste. Donc cette édition je suis le vainqueur du tournoi et je suis très content. Ceci dit, c'est le fruit d'un long travail. Le tournoi de la Pentecôte est à sa 16e édition. Il est à mettre à l'actif du tennis club de Kara. C'est devenu une tradition et nous sommes en quelque sorte obligés de continuer à l'organiser parce que même si les moyens nous manquent, nous avons la pression des joueurs qui ont toujours envie de voir vivre ce tournoi et ça fait que ça nous donne également l'envie de continuer. Nous avons vu de beaux matchs, et surtout que les joueurs du centre d'entraînement sport et études ont fait le déplacement de Kara pour participer à cette compétition. Donc ça a été bien, l'organisation a été parfaite, nous sommes contents. Les finalistes malheureux de la catégorie vétéran double ont reçu 4 boîtes de balles et 2 tricots comme prix de consolation. Les vainqueurs de la catégorie ont été gratifiés de 2 survêtements, 2 tricots et 4 boîtes de balles. Pour le vétéran simple, le vaincu de la finale est reparti avec 4 boîtes de balles, un t-shirt et un survêtement. Le champion de la catégorie a gagné 4 boîtes de balles, un survêtement et un trophée. Les demi-finalistes malheureux de senior simple se sont contentés d'une enveloppe de 25 000 francs CFA. Le perdant de la finale dans cette catégorie a bénéficié de 50 000 francs avec un tricot. Un tricot, une enveloppe de 100 000 et un trophée, c'est le prix du vainqueur au niveau de senior simple. Ce communiqué de la Togolaise des eaux TDE à présent. Au cours des travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Lomé, une panne majeure est intervenue sur les installations électriques de l'usine de production d'eau de la TDE à Kakaveli le vendredi 13 mai 2016, provoquant de fortes perturbations dans la distribution d'eau potable. Avec le concours de la CET, la panne a été jugulée le samedi 14 mai 2016, tard dans la soirée, et la distribution a repris son cours normal dès le dimanche 15 mai 2016. La TDE tient à remercier toute la population de Lomé pour la patience observée et sa compréhension au cours de cette période de perturbation. Elle saisit également l'occasion pour rassurer tous ses abonnés que la fourniture d'eau potable dans la ville de Lomé connaîtra une nette amélioration suite aux travaux de renforcement effectués. La TDE reste à votre disposition à travers son numéro vert gratuit, le 8000-3000, pour signaler tout incident constaté sur son réseau de distribution d'eau. Voilà, c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente fin de week-end de Pentecôte à toutes et à tous. Au revoir.